Paymium, c'est principalement une place de marché Bitcoin, c'est-à-dire que c'est une bourse sur laquelle des acteurs, enfin des clients particuliers, professionnels, peuvent venir pour acheter et vendre des Bitcoins. Donc c'est vraiment une bourse où, contre des euros, j'achète des Bitcoins et inversement. Sur cette place de marché, nous avons créé un outil d'acquisition des paiements pour le compte de marchands, ce qui signifie qu'un marchand en ligne principalement peut accepter des paiements en Bitcoin et nous lui remettrons des euros de façon à ne pas le confronter au risque de change du Bitcoin. Donc ça, ce sont les deux principales activités. Aujourd'hui, sur le paiement, on travaille principalement avec Showroom Privé, avec EasyLines, qui est une ligne de bus française. Et puis, au-delà du paiement et de la monnaie Bitcoin, qui est le cœur de notre activité, on travaille sur d'autres applications de la blockchain Bitcoin qui n'ont pas trait justement à ces deux premiers points, et principalement l'utilisation de la blockchain Bitcoin à des fins de certification. C'est un registre extrêmement sécurisé dans lequel on peut enregistrer des transactions, et ces transactions peuvent être la base de la certification de documents, de processus. Alors on a beaucoup parlé à un moment de cadastre. Pour notre part, chez Paymium, nous avons fait des applications de certification des diplômes, qui sont donc émis, en tout cas signés, émis sur la blockchain et consultables par tous, de façon à garantir la véracité d'un diplôme. Alors la blockchain, ce n'est rien. Il faut qualifier la blockchain. Il y a plusieurs blockchains, et une blockchain, il faut lui donner un nom. Donc aujourd'hui, on connaît bien la blockchain Bitcoin, on connaît aussi la blockchain Ethereum, et il existe des centaines d'autres blockchains, chacune a un nom et des caractéristiques très précises de fonctionnement. La blockchain dont on parle le plus, c'est la blockchain Bitcoin. Et la blockchain Bitcoin, elle fonctionne selon trois grands principes. C'est tout d'abord un réseau de transactions peer-to-peer. Ensuite, c'est un registre de transactions décentralisé, qu'on appelle la blockchain. Et enfin, c'est une unité de compte, le Bitcoin, qui s'échangent sur ce réseau, dont les transactions sont enregistrées dans la blockchain et qui servent d'incitatif aux opérateurs du réseau pour en assurer le fonctionnement et la sécurité. Si l'on supprime l'incitatif Bitcoin de la blockchain Bitcoin, on n'a plus aucune incitation à ce que la communauté travaille à la sécurisation de ce système. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que l'effet réseau est tel que la blockchain Bitcoin est le registre et le système le plus sécurisé au monde. La première application concrète de la blockchain Bitcoin, c'est la monnaie. C'est quelque chose qui est un peu difficile à expliquer aujourd'hui au commun des mortels, puisqu'on est très ancré dans des dogmes monétaires ou bancaires qui font qu'on ne cherche pas à comprendre son fonctionnement. Mais la première application de Bitcoin, c'est d'avoir créé une monnaie universelle et complètement libre, qui n'est pas régie par des États ou par des banques, mais qui est régie par des mathématiques. Et ça, c'est une première révolution apportée par la blockchain Bitcoin, c'est d'avoir amené sur le marché aujourd'hui un nouvel objet numérique étrange qui peut être considéré comme une monnaie universelle. Parmi les applications de la blockchain Bitcoin en particulier, concernant l'Internet des objets, on va se retrouver en face d'un parc d'objets connectés qui sera incroyable. Et chaque objet connecté va devoir avoir un modèle économique propre et va devoir ou bien payer un autre objet connecté pour avoir un service, ou bien lui-même être payé pour rendre un service. Et on imagine mal les objets connectés se faire des transactions cartes l'un et l'autre pour se payer leur service. Il va falloir qu'ils aient un modèle d'échange qui soit complètement fluide et adapté à l'économie numérique. On peut penser que les échanges de Bitcoin entre objets ou d'une crypto-monnaie peut-être créée de façon spécifique pour les objets connectés, que les échanges Bitcoin permettront aux objets connectés de se payer et d'assurer eux-mêmes leur modèle économique. Si on va un petit peu plus loin d'ailleurs, quand on prend d'autres blockchains, comme la blockchain Ethereum, qui veut décentraliser Internet, on imagine que les objets connectés auront eux-mêmes leur logiciel qui tournera de façon décentralisée et qui assurera à lui tout seul le modèle économique d'un parc d'objets connectés qui seront complètement autonomes, indépendants, qui se financeront tout seuls et qui paieront leurs prestations. Chacun pourrait installer un capteur météo chez lui et se ferait rémunérer pour les données qui seraient issues de son capteur. Donc si moi j'ai un grand champ, des propriétés, des terrains partout en France, et que justement des chaînes météo ou n'importe qui veut acheter de la donnée, eh bien mes objets connectés pourront vendre automatiquement leurs données météo à ce tiers qui cherche de la data privée. Alors si on veut parler de décentralisation, ça c'est un sujet intéressant. Aujourd'hui, en tout cas, on arrive à la fin d'une ère où on a beaucoup parlé d'ubérisation, mais l'ubérisation, c'est le fait d'abattre des monopoles, mais d'un autre côté, d'en créer d'autres en centralisant le pouvoir sur un Airbnb, sur un Uber, qui sont vraiment des capteurs de données qui concentrent l'ensemble des richesses.
La décentralisation que peut amener la blockchain Bitcoin ou d'autres blockchains justement, la blockchain Ethereum, c'est le fait de pouvoir faire tourner ces services de façon décentralisée, c'est-à-dire que le tiers de confiance que représenterait un Uber, un Airbnb ou un Amazon peut être décentralisé. Il existe aujourd'hui, par exemple, une solution qui s'appelle Open Bazaar. Open Bazaar, c'est une place de marché décentralisée. Donc c'est Amazon sans Amazon. N'importe qui peut vendre des produits sans que ce soit figé dans une entité centrale qui sera Amazon. On parle beaucoup du hack de la DAO, en remettant en cause la sécurité des blockchains. Donc il faut distinguer le fonctionnement des blockchains justement pour pouvoir traiter de leur sécurité. Alors avant de parler de DAO, parlons de Bitcoin. Bitcoin est souvent attaqué sur le fait que souvent des hacks sont commis et que des plateformes ou des utilisateurs perdent beaucoup d'argent. Les derniers hacks font état de dizaines de millions de dollars qui ont été volés. Ces piratages mettent en lumière la fragilité des acteurs qui opèrent des services sur la blockchain Bitcoin. En revanche, ne remettent pas en question la sécurité du protocole et de la technologie Bitcoin. Le protocole Bitcoin est de la vie générale extrêmement sûr. Il est quasiment inattaquable aujourd'hui. En revanche, dès qu'on sort du réseau et qu'on a affaire à des machines ou à des humains qui vont traiter les fameuses clés privées qui gèrent les transactions Bitcoin, là on est en phase de risque. Et aujourd'hui, on n'a pas encore la pleine mesure des moyens à mettre en face de ces risques pour assurer la sécurité de tous les utilisateurs. DAO, c'est un autre système. En tout cas, la blockchain Ethereum fait tourner des applications sur des machines virtuelles décentralisées, et donc elles sont complètement autonomes. Ce qui s'est passé, c'est que l'application qui avait été développée pour gérer le fameux fonds DAO comportait des bugs, et le bug a été exploité par un pirate. Donc c'est juste une exploitation logique d'un logiciel, mais qui a entraîné une perte potentielle pour les utilisateurs. Et donc il a été décidé de procéder à un fork, c'est-à-dire à une nouvelle version du logiciel, pour repartir sur des bonnes bases et essayer d'effacer le piratage. Mais la conséquence finalement de ce piratage, c'était la création de 2 chaînes Ethereum, une qui est restée sur l'ancienne voie qui a été piratée, et une nouvelle qui a fait fi justement du piratage en remodelant justement cette blockchain. Donc on voit que la sécurité, c'est pas quelque chose de simple, qu'elle est différente selon les blockchains. On ne peut pas faire état d'une sécurité des blockchains ou de la blockchain, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut parler spécifiquement de chacun des risques des blockchains, et ils sont tous différents. La question du stockage et des données enregistrées dans une blockchain, c'est un demi-problème. Aujourd'hui, on a des capacités de stockage qui sont énormes. On peut faire tenir sur une carte flash plusieurs fois plusieurs blockchains. Donc le stockage n'est pas vraiment un problème, d'autant qu'il y a des solutions techniques pour que le stockage soit diminué. On peut décider à un moment de couper la blockchain et donc d'oublier par exemple les 5 premières années et de recommencer à partir d'une date précise en considérant comme acquis que les 5 années précédentes ne sont plus intégrées dans la blockchain active, mais sont une donnée garantie, inviolée et historique. Et puis il y a la question de l'écologie, ou en tout cas de la consommation énergétique d'un réseau tel que Bitcoin ou d'autres réseaux qui vont apparaître demain. 2 choses. La première, c'est qu'il faut comparer la dépense énergétique de ce réseau-là avec d'autres réseaux, parce que dire que le réseau Bitcoin consomme beaucoup, c'est possible, mais j'aimerais bien que l'on compare cette consommation avec le réseau des distributeurs de billets dans le monde entier, savoir combien ça consomme, et de faire le rapprochement entre les deux. Et enfin, sur le mining, qui est l'opération qui consiste à sécuriser les transactions et qui consomme de l'énergie, aujourd'hui on arrive sur des matériels qui sont justement conçus pour consommer de moins en moins. Donc la consommation énergétique reste quelque chose d'indispensable pour garantir la sécurité du réseau. Cependant, tous les constructeurs prennent en compte la consommation énergétique, d'une part parce que les industriels qui minent ont besoin de matériel qui consomme moins pour que ça leur coûte moins cher, et en plus, d'un point de vue écologique et respect de l'environnement, eh bien justement, on consomme de moins en moins avec des matériels de plus en plus efficaces.